La loi asile-immigration, eh bien, qui fait chauffer un peu les esprits à l'Assemblée nationale. La droite essaye de se refaire une santé. La majorité pourrait peut-être se diviser. Et puis le désordre à Notre-Dame-des-Landes dans certaines universités. Et puis l'avenir de la Corse aussi, qui se profile pas loin. On est avec Madame la ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, Madame Jacqueline Gourault. Jacqueline Gourault, bonjour. Bonjour. Alors hier soir, dites donc, vous vous êtes un peu énervé. Enfin bon, il y avait l'esprit s'échauffer un peu dans l'Assemblée nationale parce qu'on vous mettait à la question, c'est ça? C'est-à-dire que je me suis indignée, pour être très précise, parce qu'il y avait des techniques d'intimidation, d'obstruction qui étaient répétées sans cesse. On posait toujours la même question? On posait toujours la même question, avec disant si vous ne répondez pas, on refuse de continuer le débat. Ouais. Le débat de cette loi, qui est importante, asile, immigration, intégration, mérite mieux. D'accord. Alors il y a 2 points sur lesquels je voudrais vous interroger. Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais il y en a 2 notamment. Le gouvernement, dit Le Monde, c'est une information du Monde, si c'est une information, aurait un plan caché de 40 000 régularisations de sans-papiers. C'était justement une des questions récurrentes. Exactement. Il n'y a pas de clencheur. Alors répondez, Madame Gourault. Mais je réponds. Et le ministre d'État, qui était avant moi au banc, qui a été en commission, a déjà répondu à cette question en disant qu'il y aurait un débat particulier sur ce sujet. Mais vous allez faire un plan de régularisation? Mais il n'y a pas de plan secret. Il n'y a pas de plan secret. Mais est-ce que vous allez régulariser? Mais il y a toujours toujours des régularisations. Oui, en fonction de ceux qui sont... Voilà. Qui sont éligibles. Éligibles à un droit d'asile, par exemple. Ah bah ça, c'est autre chose. Le droit d'asile, c'est le droit d'asile. Ça, c'est pas le... Non, la régularisation, ce dont voulaient parler mes interlocuteurs. C'est ce qu'avait fait Mitterrand en 1982. C'est les ninis, vous savez, qui sont dans des situations de... Voilà. Et vous allez en régulariser? Mais dans tous les pays, il y a des régularisations qui se font. Mais il n'y a pas de plan secret de régularisation. Mais ça pourrait concerner combien de personnes? Je ne sais pas. Je ne connais pas le chiffre puisqu'il n'y a pas de plan. Mais donc on regarde en fonction des situations. Mais pourquoi vous faites ça? Vous savez que c'est assez impopulaire, non? Parce que ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps. Et c'est ce que nous voudrions avec la loi que nous essayons de faire passer au Parlement, éviter. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui soient sur le territoire français depuis de très nombreuses années. Des fois, il y a des gens qui sont depuis 10 ans dans des hôtels et qui sont là, qui travaillent, qui ont des enfants qui vont à l'école. Vous avez l'idée de ce que ça représente comme volume? Non, je n'ai pas d'idée combien ça représente comme volume. Vous voulez pas me le dire? Non, c'est pas ça, monsieur. Vraiment. Alors, il y a un autre sujet, alors là, la droite s'en est saisie immédiatement, c'est, vous demande l'étude d'impact du regroupement familial. Le regroupement familial est une disposition qui existe déjà, mais là, ça consisterait à dire aux jeunes mineurs qui sont éligibles pour le coup au droit d'asile, de leur dire, vous pouvez faire venir vos parents, mais aussi vos frères et sœurs. Oui, c'est tout à fait différent, effectivement. D'après M. Collomb, 357 mineurs étaient réfugiés en 2016. Absolument. Le chiffre a été donné hier soir. C'est un chiffre relativement faible. C'est un chiffre faible. Effectivement, c'est dans le cadre de la politique de demande d'asile. Il faut bien mesurer. Et donc, ça n'a rien à voir avec le groupement familial. Le regroupement familial, c'est autre chose. C'est des gens qui vivent en France et qui font... Voilà. Bon, vous allez procéder à ça. De toute manière, cette disposition, c'est l'article 3, je crois. Oui. L'article 3, il va être voté. C'était hier soir en débat, mais on n'a pas été jusqu'au vote, puisque ça a été impossible. Vous savez, ça avance très, très lentement. Alors ça, c'est pour ceux qui vous disent vous n'êtes pas assez répressif d'une certaine façon. Puis il y en a d'autres qui disent, vous êtes un peu répressif, et notamment, vous allez visiter les centres d'hébergement en application de la circulaire de M. Collomb. Oui. Et vous avez déjà identifié 4000 personnes dans ces centres d'hébergement. C'est qui ces 4000 personnes? Ce sont des migrants? Ah oui. Qui ont quel profil? Et ce sont des gens... le président de la République l'avait dit au mois de juillet l'année dernière à Orléans, en disant on va
créer des centres d'hébergement d'urgence. Hein. C'est des CAES. Oui. Et qui permettent... Mais il n'y a pas que des migrants dans ces centres d'hébergement d'urgence. Mais si. Que des migrants. Il n'y a que des migrants. D'accord. Et l'idée, c'est au fond d'orienter ces migrants qui arrivent pour savoir d'où ils viennent, s'ils ont des enfants, quel âge ils ont, et etc. Là, les 4000, vous les avez orientés? Bien évidemment. Et ensuite, on les héberge, et il faut traiter leurs demandes d'asile, et c'est là aussi où on veut aller plus vite et raccourcir les demandes d'asile pour voir s'ils ont droit à l'asile ou pas. Vous allez continuer ce travail? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y en a combien de migrants dans les centres d'hébergement d'urgence? Ne me demandez pas des chiffres comme ça, parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais vous savez que nous avons eu globalement plus de 100 000 dans l'année dernière. C'était le chiffre record historiquement. Voilà. Hein. Alors je ne peux pas vous donner centre par centre. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une répartition sur les territoires français, pas suffisamment, à notre avis, grande ou importante, parce que parfois, les concentrations dans certaines régions sont plus fortes. Notamment Paris, Rhône-Alpes, Marseille, j'imagine. Ce projet de loi va être adopté? Je l'espère, oui. Quand? Ça, c'est toute la question, parce Avant que la fin de la semaine ? s'il y a une obstruction plus grande et une volonté politique de faire de l'obstruction, nous sommes déjà jeudi, il y a encore beaucoup d'amendements. Nous espérons que ça sera terminé à la fin de la semaine, sûrement samedi maintenant. D'accord. Alors, au Modem, on va voter comme un seul homme ? Au Modem, on va voter cette loi parce qu'on est d'accord avec cette loi. Et à La République En Marche, en revanche, il y en a certains qui prennent la patte. Hein. Quelques-uns. Lambert, ça vous dit quelque chose? Oui, je connais. Enfin, je ne le connais pas personnellement. Il y en a combien qui vont voter contre, à votre avis? Il y en a qui vont voter contre? Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont voter contre. Mais 3, 4, 5? Mais écoutez, c'est l'obsession des chiffres depuis... Oui. Je ne sais pas. C'est des chiffres et des lettres. Voilà. Je ne peux pas vous dire combien. Et puis, je pense qu'il y en a qui évoluent dans leur position. Il y en a peut-être qui vont s'abstenir aussi. Ça ne mettra pas à mal la majorité? Ah non, ça ne mettra pas à mal la majorité. Ils ne seront pas exclus de leur parti, ceux qui votent contre? Non. On n'est pas dans des partis d'autorité. Alors, Notre-Dame-des-Landes, comment on en sort? Lundi, nouvelle date limite, 23 avril. Oui. Il doit y avoir le dépôt de ceux qui veulent se livrer à l'agriculture sur place. Qu'est-ce qui se passe lundi s'ils ne déposent pas leur dossier et qu'ils continuent l'agitation? Le gouvernement ira jusqu'au bout de sa démarche. Vous l'avez déjà donné, mais vous l'avez plus fermement. Non, mais il y a eu évacuation, il y a eu destruction. Oui, encore du monde. Oui, enfin, il y a des gens qui ont tenté de revenir, des manifestants extérieurs. Qu'est-ce qui se passera lundi? Il se passera qu'il y aura l'évacuation totale de la ZAD. Ça, c'est sûr. Lundi soir, on n'en parle plus. Lundi soir, je ne vous dis pas que c'est lundi soir, mais il y aura la mise en œuvre le 23 avril de l'évacuation totale de ZAD. Ça va être musclé, alors. Et puis, il y a aussi, vous savez, tous les gravats qu'il faut enlever, parce que c'est des tonnes et des tonnes de gravats pour rendre le terrain à l'agriculture. Je parle des individus, là. Ils vont tous dégager, là. Soit ils entrent dans le système qui est proposé d'adhérer à la MSA, de faire des exploitations agricoles, etc. Soit, voilà, c'était... Monsieur Collomb va se rendre sur place. Il y a des propriétaires. Il y en a 4. Oui, il y a des propriétaires. D'accord. Voilà. Nicolas Hulot, il a servi à quelque chose, là, hier, dans la médiation? Écoutez, moi, je n'ai pas eu le retour de ce qui s'est passé hier, parce que j'étais occupée au Parlement. Donc, je ne peux pas vous répondre, mais c'est important que le ministre Hulot, bien sûr, aille sur place. C'est un peu le ministre invisible, non? C'est le ministre qui a sa personnalité, sa manière de faire. On a chacun sa personnalité. Oui, mais vous êtes rompu à l'exercice politique. Lui, c'est pas un politique à l'origine. Oui, c'est vrai. Ça lui manque, ça, non? Moi, je viens, effectivement, j'ai été une élue locale, j'ai gravi les échelons, j'ai été sénatrice. Voilà, je connais le système parlementaire. D'autres, et il n'est pas le seul, dans le gouvernement, n'ont pas ce passé d'élu local, Pour etc. vous, c'est un handicap ou pas? Non, c'est pas un handicap, ça représente la société. Ça représente la société. Mais Hulot, il est utile dans le gouvernement. Oui, il est utile. Oui? Oui. Et vous pensez que sur Notre-Dame-des-Landes, il devrait s'engager encore un peu plus? Je pense qu'en tout cas, la décision qui a été prise à Notre-Dame-des-Landes est une décision qui lui convient. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas le projet qui sera construit. Bon, il faut toujours rappeler, parce qu'on a oublié l'origine du sujet. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un aéroport, que le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait plus d'aéroport, et que donc il n'y a plus de raison qu'il y ait d'occupation de cette zone. Et comment on fait pour les facs, pour les universités? C'est la même chose.
il faut laisser, comment dire, la fac aux étudiants, et non pas aux éléments extérieurs, violents, anarchistes, qui viennent faire... Mais comment c'est quoi, vous allez donner la troupe aussi, là? C'est déjà fait dans plusieurs endroits. Le président de Tolbiac demande. Hein, les présidents ça reste lettre morte. C'est les présidents d'université qui demandent. Oui. On intervient bien évidemment, comme on l'a fait à la Sorbonne ou à Montpellier, pour prendre 2 exemples. Bien évidemment, on intervient aussi avec discernement. Oui. Vous imaginez qu'on doit protéger aussi ceux qui sont... parfois des manifestants étudiants qui font la grève pour des raisons X ou Y, et on doit les protéger. Vous la comprenez, cette grève, ou c'est de l'agitation politique? Moi, je vois pas très bien pourquoi il y a cette grève. Maintenant, dans la mesure où c'est Parcoursup qui est remis en cause. Oui, c'est le système d'entrée à l'université. Oui, alors que tout le monde avait condamné le précédent. Oui, le système précédent qui était basé sur le tirage au sort et que c'était, je dirais, démocratiquement injuste. Donc je ne vois pas très bien quel est le mouvement, et on sent bien qu'il y a derrière aussi tout ça des mouvements politiques. Mais vous êtes inquiète de ces mouvements-là, Notre-Dame-des-Landes? Vous ne croyez pas à la convergence des luttes? Je ne suis pas inquiète. Je dis qu'il faut que l'État et l'autorité de l'État... mais l'État, il paraît un peu impuissant. Non, il n'est pas impuissant. Vous savez, à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas très vieux. Le début de l'évacuation, c'est 1600 hectares. C'est pas un petit carré comme ça. Oui, mais les universités... Voilà. Et il faut faire... c'est pareil, les universités, il faut regarder comment elles sont organisées. On ne peut pas faire n'importe quoi, parce que, vous voyez, il faut à la fois... comment dire, que l'autorité de l'État soit respectée, que les forces de l'ordre puissent intervenir, et en même temps, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas mort d'homme. Ce sont des réactionnaires, ceux qui, finalement, ils se disent révolutionnaires, mais ils sont plus réactionnaires qu'autre chose, non? Oh, oui, ils regardent vers le passé. Ils regardent vers le passé. Alors, l'inscription de la Corse, ça va se faire, ça? Oui, dans ça la va Constitution, se faire. article 72, alinéa 5. -5. -5. C'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un vrai article. D'accord. Dans laquelle la Corse, enfin la collectivité territoriale de Corse, pourra adapter. Est sanctuarisée d'abord. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est la loi ordinaire qui a créé la collectivité territoriale de Corse. En l'inscrivant dans la Constitution, on la sanctuarise, si je puis dire. Ça veut dire qu'il faudra une révision constitutionnelle pour... Bien sûr. Bon, donc c'est quand même... Vous avez apporté une précision, hein. Ils sont pas contents d'ailleurs. Dans la Constitution, donc là, un article consacré prévoit un strict encadrement des adaptations qui pourront être décidées par la collectivité de Corse dans un article 72-5. Oui. Donc, encadrement des adaptations, ça ne pourra pas être tous azimuts. Non, ça ne pourra pas être tous azimuts. Ça sera sur quoi, par exemple? Je ne sais pas, par exemple... Le littoral Oui, sur la fiscalité locale, des choses comme ça. Oui. Mais ils ne sont pas contents, hein, les autonomistes. Hein. Écoutez... Je trouve que ça ne va pas assez loin. Je vais vous dire, peut-être, mais depuis de longues années, les Corses, et d'ailleurs les majorités précédentes, plutôt radicales, etc., demandaient à ce que la Corse soit inscrite dans la Constitution. Ouais. Et le président de la République a été très clair, on reconnaît la spécificité de la Corse, une île montagneuse, etc., mais en même temps, on l'inscrit dans la République, dans le cœur de la République. Donc les adaptations seront limitées. Bien sûr. Mais elles seront limitées sur leurs compétences, oui. Et elles en ont déjà beaucoup. D'accord. Au-delà, non mais je veux dire, au-delà des départements plus régions. J'entends bien. Voilà. Cette limitation, elle sera inscrite dans la Constitution? On n'aura pas les thèmes? Non, c'est des lois derrière qui donneront l'habilitation. D'accord. Vous voyez toujours François Bayrou? Toujours. Lui, il n'est pas content. 15% de proportionnel. Non, il aurait aimé beaucoup plus, oui. Et vous? Oui, parce que je suis de cette famille politique, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous dites alors? Mais je suis en même temps ministre et solidaire des décisions du gouvernement. Et je dis tout de même qu'il va y avoir un débat parlementaire. C'est un début. N'est-ce pas? Ça pourra aller au-delà? Écoutez, le débat parlementaire, voilà, il a lieu. On n'ira pas à 30? À 30%? Ah non, ça, non, même pas à 25. À 20?
je pense que c'est plus autour de 20 que les choses auraient été pour François Bayrou, puisque c'est acceptable. Voilà. Ouais. Mais ça peut être le cas. On verra. On verra. Vous militez pour le vin. Moi, je ne milite pas, puisque je suis membre du gouvernement, donc je ne milite pas, je suis solidaire du gouvernement, mais je sais que François fera tout pour que ça augmente un peu. Vous l'avez appelé, François? Ah ben, je le vois régulièrement. Ah, régulièrement. On continue avec Jacqueline Gouraud et Jérémy Pontieux pour vos questions. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Madame la Ministre. J'avais une première question. Donc, Élodie Morisseau se demande si vous étiez favorable, si vous seriez favorable à un référendum sur l'immigration qui a été proposé par Wauquiez. Laurent Wauquiez, hier, a fait cette suggestion. Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que c'est un sujet trop sensible et qui pourrait mettre le feu à la société française. Et tous ceux qui ont toujours proposé cela, Nicolas Dupont-Aignan, etc., se situent sur des marges politiques qui ne sont pas les miennes. D'accord. Autre question, alors il y en a quelques personnes qui nous demandent ce poste ministre auprès du ministre d'État, peut-être de préciser un peu, on a quelques personnes qui se demandent... déjà la Corse. Voilà. On vous appelle Madame Corse. Comment présenter ça, Madame Corse? Comment présenter ça? Je dis toujours, pour faire vite, que le ministère de l'Intérieur est un très grand ministère, avec bien sûr tout ce qui concerne la gendarmerie, la police, enfin, toute la sécurité, les cultes, les collectivités territoriales, les élections, enfin il y a beaucoup de choses. Donc il est évident que le ministre d'État dit toujours on n'est pas trop de deux. Au début, ça a été une volonté du gouvernement de ne pas me donner un périmètre, ce qui me permet effectivement de seconder le ministre régulièrement, mais dans les faits, et la vie fait qu'on s'organise toujours, je m'occupe beaucoup des collectivités territoriales. Dont la Corse. Voilà. Autre question, alors sur la Corse, justement, Julietta qui se demande quelles mesures peut-on mettre en place pour faire diminuer le chômage en Corse, puisqu'il est assez... Alors le chômage est plus important en Corse, effectivement, que sur le continent. Évidemment, c'est un vrai sujet en Corse, et il y a des sources, des gisements d'emploi, je crois, très importants, notamment sur le tourisme, et qui demandent à se développer. C'est une île magnifique, avec des ressources naturelles fabuleuses et qui pourraient être encore beaucoup plus développées. Et puis, ça peut être aussi, comme ça a été déjà le cas, des start-up qui se créent sur place. Il faut soutenir aussi... Et elle est un peu sous assistance respiratoire quand même. Hein. Vous le reconnaissez. Il faut soutenir aussi l'agriculture. Et l'agriculture pastorale, mais aussi avec des spécialités, par exemple les mandarines de Corse, qui sont une très belle production. Il faut soutenir les productions et les niches. C'est très important. Très important. Alors, on revient un petit peu en arrière, mais on a une question. Pour protester contre les politiques menées en banlieue, le maire de Sevran démissionne. Vous avez été maire vous-même. Fiducie nous demande ce que vous pensez de ce geste. Est-ce que vous auriez fait de même ou est-ce que vous Il y a un malaise des maires de banlieue. Je crois que le maire de Sevran envisageait de démissionner. J'en avais entendu parler depuis longtemps. Bon, il l'a fait pour des raisons qui lui sont personnelles. Et pour répondre à votre question, je comprends le malaise des maires de banlieue. Le problème des banlieues est un vrai sujet. Le plan Borloo, c'est pour quand? Eh bien, nous l'attendons incessamment sous peu. Mais la semaine prochaine? J'espère. Ah oui, Ça pourrait être en fin de semaine prochaine? J'espère. Bon, vous l'aviez au téléphone, Jean-Louis? Non. Parce que vous appelez par vos prénoms tous. Non, j'ai plutôt François au téléphone. D'accord, voilà. Mais Jean-Louis Borloo, il va remettre son rapport. Ah oui, on lui a confié une mission. On a parlé d'une enveloppe de 45 milliards d'euros? Oui, ça, je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais... c'est pas un chiffre officiel, ça? Non, pas du tout. D'accord. Mais Borloo est attendu? Le rapport Borloo est attendu. Le rapport Borloo est attendu. C'était Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci Madame Gouraud de vous être prêtée à l'exercice de nos questions. Merci Jérémy Pontieux. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.